Bienvenue dans cette session autour de l'interprétation, de la sélection, de la recommandation et des causalités. Donc, le premier exposé sera un exposé qui va être fait par Laure Croche-Pierre sur l'extraction de variables interprétables pour la gestion des contraintes du réseau électrique français. Donc, Laure, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je m'appelle Laure Croche-Pierre et aujourd'hui, je vais vous présenter donc une approche interactive d'extraction de variables interprétables et explicatives pour la gestion des contraintes du réseau électrique français. Donc, c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'une thèse CIFRE en collaboration avec Lydia Bougelou-Dassala de l'Université de Lorraine et Vincent Barbezan de l'entreprise Réseau de transport d'électricité, donc aussi connue sous le nom de RTE. Donc, RTE est l'entreprise en charge de la gestion du réseau de transport d'électricité en France. Et donc, elle transfère l'électricité depuis des centrales de production vers les consommateurs. Et donc, pour ce faire, donc, il y a des opérateurs qui vont synthétiser de l'information qui leur parvient du réseau pour comprendre son état à partir de multiples écrans. Mais d'un autre côté, RTE anticipe aussi qu'il va y avoir une augmentation de la difficulté de la gestion du réseau à cause de phénomènes tels que la croissance du renouvelable, par exemple, qui va générer de nouveaux pics d'activité pour les opérateurs. Et donc, on a vraiment un besoin de mieux synthétiser l'information, notamment pour aider les opérateurs. Et d'un autre côté, donc, pour des questions de sécurité, il y aura toujours un opérateur pour conduire le réseau. Et donc, on a besoin de construire des méthodes qui vont être capables de proposer des représentations interprétables par ces opérateurs. Et d'un autre côté, on veut également prendre en compte la compétence et la connaissance des experts en interagissant avec les opérateurs pendant l'apprentissage. Donc, on s'intéresse particulièrement au transit sur les lignes électriques. Donc, c'est une grandeur particulièrement importante car lorsque le transit augmente sur une ligne électrique, celle-ci va s'échauffer, elle va se dilater et cela peut potentiellement engendrer des contraintes et des courts-circuits sur le réseau électrique, ce qui mettrait en danger la sécurité des gens et du matériel à proximité. Donc finalement, l'objectif de notre méthode, c'est de construire un ensemble de variables qui vont avoir une signification physique pour les opérateurs et qui vont permettre de synthétiser l'état du réseau pour qu'ils comprennent mieux ce qui a influencé un transit sur une ligne. Donc, on cherche à faire de l'extraction de variables. Il existe de nombreuses méthodes pour faire de l'extraction de variables en machine learning, à la fois avec des méthodes linéaires telles que l'ASSO ou des méthodes non linéaires telles que des réseaux de neurones. Cependant, souvent, ces méthodes proposent des variables qui sont peu interprétables, alors que nous, dans notre problématique, on s'intéresse à construire des variables qui vont être interprétables. Et dans ce sens, on s'est intéressé à la programmation génétique. Et donc, dans la programmation génétique, on a également constaté qu'il y a un regain d'intérêt ces dernières années, avec notamment de nombreuses applications dans le domaine du machine learning, parmi lesquelles on peut citer donc, la découverte de règles en apprentissage par renforcement, l'explication de modèles complexes en deep learning ou la visualisation de données en grande dimension. Étant donné aussi que notre méthode donc il y a un rôle très important finalement dans notre méthode de l'interprétabilité et de l'interactivité. Donc on cherche à évaluer cette interprétabilité et pour cela on s'appuie sur des méthodes qui ont été proposées par Deutsche Welle et Kim, qui proposent d'introduire progressivement donc l'utilisateur dans l'évaluation. Donc finalement la méthode que l'on propose, elle est basée sur la programmation génétique guidée par la grammaire. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur une grammaire prédéfinie, qui peut par exemple introduire des relations basées sur des relations physiques présentes dans les lois physiques. Et donc à partir de ces règles, on va construire un ensemble d'individus qui vont porter ces règles et qui vont constituer la première génération de notre algorithme génétique. Ensuite, on va évaluer ces individus à partir de données. Donc, ce sont des données qui sont issues du réseau et qui vont représenter finalement son état à différents instants. Et donc, on va itérativement sélectionner ces individus de manière à sélectionner ceux qui vont être le plus à même de représenter notre problème et notre état du réseau. À la fin de l'algorithme, donc les individus qui sont sélectionnés respectent toujours les règles grammaticales qu'on a définies initialement.
Et on va proposer donc à l'opérateur d'inspecter ces individus pour identifier de nouvelles perspectives et des améliorations à apporter à la grammaire donc qu'on avait définie initialement. Et donc cette nouvelle grammaire qu'on a créée, elle va servir de base pour les générations et les apprentissages suivants, pardon. Finalement, donc on utilise comme métrique d'apprentissage la corrélation de Pearson, avec un terme additif qui va contraindre la complexité des individus sur leur profondeur, et ceci permet de gagner en lisibilité. Donc on a conscience que cette métrique sera à perfectionner dans nos prochains travaux. Donc voici comment finalement fermer la boucle d'interaction. Donc en partant finalement d'une grammaire volontairement très simple, l'utilisateur va pouvoir mettre à jour cette grammaire et proposer des améliorations et des raffinements. Donc ces nouvelles règles grammaticales peuvent par exemple porter sur l'ajout de nouvelles unités, également l'ajout de nouveaux opérateurs ou l'inclusion de relations physiques qui vont être spécifiques au problème, ainsi que des connaissances additionnelles des experts qui peuvent porter par exemple sur les unités présentes en sortie de l'algorithme, ou également une meilleure description de la topologie du réseau sous une forme conditionnelle avec if condition, then variable 1, else variable 2. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette grammaire, finalement, on va pouvoir la réutiliser pour d'autres problèmes qui ont soit une physique similaire, soit également pour des données de réseau électrique. Donc dans nos travaux, on s'intéresse à des données qui sont issues de mesures du réseau électrique. Donc ces mesures sont faites dans les nœuds et aux extrémités de chacune des lignes. À partir de ces mesures, donc, on va utiliser un simulateur qui va permettre de calculer de nouvelles variables, à partir desquelles on va pouvoir donc déduire les transits sur chacune des lignes. Et finalement, pour ne travailler qu'en termes de nœuds, qu'en termes de lignes, pardon, et ne plus s'intéresser aux nœuds, on va déplacer toutes les informations qui sont situées dans les nœuds vers l'extrémité de chacune des lignes qui sont reliées à ces nœuds. Donc finalement, on va se retrouver dans nos observations avec un ensemble de variables numériques et également des informations sur la topologie et la connexion des lignes dans le réseau. La variable y, donc c'est celle qu'on veut expliquer ici, et donc c'est le transit à l'origine et à l'extrémité de chacune des lignes. Étant donné que le réseau est très vaste, donc on s'est intéressé à une zone géographique particulière qui a peu d'interconnexion avec le reste du réseau, de manière à travailler sur un système fermé. Donc cette zone comporte 92 lignes, dont 9 qui sont reliées à l'extérieur de la zone. Et donc le jeu de données comporte 365 000 pas de temps, avec des données de janvier 2014 à décembre 2018 à un pas de temps 5 minutes. Et on n'utilise pas de normalisation, car cela romprait finalement les lois de la physique qu'on a cherché à inclure dans notre grammaire. Parmi ces 92 lignes, on sélectionne également celles qui sont le plus intéressantes à étudier, c'est-à-dire celles qui ont des transits élevés de manière fréquente. Et donc, il y en a 24. Donc, à partir de ces données, on va réaliser donc une évaluation de l'interprétabilité qui va se faire en deux parties. Donc, dans un premier temps, sans interaction, en comparant notre méthode avec des méthodes d'interprétabilité qui vont être similaires, à la fois donc lasso, decision tree, et on va également comparer à notre variable avec donc les meilleures variables du jeu de données initial X. Donc pour cela, on va calculer la corrélation entre chacune des variables du jeu de données initial et la variable à expliquer Y. Et on prend celle de corrélation maximale, et cela, on le répète pour chacune des lignes. Donc la deuxième évaluation, elle se fait donc cette fois-ci avec l'expert qui va analyser les variables proposées en sortie de manière à identifier des motifs et donc des groupes de variables. Donc dans cette expérience, on représente ici sur ce graphe la corrélation entre la sortie de chacun des algorithmes et donc la variable à expliquer, et ceci pour les 24 lignes. On a réalisé 30 apprentissages avec notre méthode pour chaque ligne, et donc ces résultats sont synthétisés dans les boîtes à moustaches orange. Et dans un premier temps, en comparant, en définissant un seuil de 0,7, donc en vert, le seuil pour qu'une corrélation soit significative,
on remarque que donc, pour 21 des 24 lignes, on est supérieur à ce seuil, et donc ces corrélations sont bien significatives. Également, donc la variable, en comparant avec donc, les étoiles rouges, on remarque que la variable du jeu de données initial est nettement moins bien corrélée, donc on a une corrélation qui est significativement supérieure avec notre approche par rapport à celle du jeu de données initial. Également, donc en comparant avec la méthode Lasso, avec donc les losanges roses, on a une corrélation qui est supérieure pour la plupart et également similaire. Donc c'est l'avantage de notre méthode par rapport à Lasso, c'est également donc Lasso propose uniquement des combinaisons linéaires de variables qui ont potentiellement pas de sens lorsqu'elles sont combinées de manière linéaire. Et donc c'est un des avantages de notre méthode. Également, en se comparant avec donc, les arbres de décision, on a des résultats similaires pour au moins 10 lignes. Et notre méthode est plus expressive également que les arbres de décision. Enfin, lorsque l'on propose à l'expert d'analyser les résultats, celui-ci a identifié des groupes de variables qui ont été créés à partir de règles proposées par les opérateurs. Donc, par exemple, sur des unités ou sur des groupes, des agrégations, et également des phénomènes globaux dans la zone. Et donc, retrouver ces individus dans les meilleurs individus finaux, cela confirme en fait l'intérêt de proposer l'interactivité aux opérateurs pour notamment améliorer la grammaire et identifier de nouvelles solutions. Oui, excusez-moi. Donc j'ai presque fini. Donc le seuil, finalement, l'humain va proposer un seuil d'acceptation supérieur au seuil statistique dans ses résultats. Donc en conclusion, ces travaux sont finalement qu'une première étape pour capitaliser sur de la connaissance experte. On va proposer des interactions macro entre deux apprentissages, mais également on voit de nombreuses perspectives avec notamment l'utilisation d'une grammaire pondérée, l'interaction dans la boucle d'apprentissage, l'extension à une représentation multidimensionnelle et l'application à de nouvelles données, à la fois réelles et simulées. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci pour votre exposé. Nous avons le temps donc pour une ou deux questions. Alors, une première question de Cézanne Pinson qui vous demande si vous pourriez préciser comment l'algorithme génétique est guidé par la grammaire. Alors oui, effectivement, dans les algorithmes génétiques de manière globale, en fait, on a un espace très très grand à explorer, dans la programmation génétique notamment. Et donc généralement, ce qui est fait, c'est de proposer une liste simplement d'opérateurs et de fonctions, enfin de variables à combiner. Et donc justement, la programmation génétique permet de mieux spécifier en fait dans quelle direction orienter l'espace. Donc par exemple, au lieu de proposer de combiner avec des additions toutes les variables du jeu de données, on va en spécifier uniquement pour certaines unités qu'on a créées. Et donc c'est comme ça que c'est guidé finalement. Et donc justement, c'est l'opérateur qui va chercher aussi à guider dans une zone de l'espace qui l'intéresse plus. Alors, autre question de Nicolas Labroche. Est-ce qu'il y a un risque que l'explication change beaucoup d'une exécution à la suivante du fait du non-déterminisme des algorithmes génétiques? Effectivement, c'est possible, parce que donc là, ce sera une question de paramétrage au départ. Si on prend effectivement une population qui est peut-être trop petite, on ne va pas pouvoir parcourir toutes les variables dès le départ. Et effectivement, on pourrait avoir une variabilité dans le résultat, mais justement, ça, c'est un point qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'on va pouvoir proposer plus de combinaisons aux opérateurs et c'est eux qui vont pouvoir définir quelle est celle qu'ils vont préférer. Parce qu'il n'y a pas forcément de résultat, un seul résultat. On peut avoir potentiellement plusieurs résultats aussi qui sont acceptables. D'accord, je vous remercie. Et alors, j'ai peut-être moi une dernière question. Finalement, ce que vous apprenez par vos algorithmes, par la programmation génétique, ce sont des expressions numériques. Oui. Et ma question, c'est il y avait il y a assez longtemps des travaux sur la découverte de lois numériques. Est-ce que vous avez regardé un peu les travaux qui existaient sur ce problème-là? Que ça revient un peu oui. à la même problématique. Alors aujourd'hui, on appelle ça, je ne sais pas si c'est exactement le même terme, mais on appelle ça régression symbolique.
Je ne sais Oui, pas si c'est à tout à quoi ça fait. vous faites référence. Et effectivement, il y a beaucoup de méthodes qui sont en train d'être développées aujourd'hui avec des méthodes de deep learning, par exemple, des méthodes de renforcement, et c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer aussi. Mais il fallait vérifier déjà qu'on pouvait représenter de la connaissance experte de par la grammaire. Et ça, c'était pas quelque chose qu'on avait pour l'instant dans les méthodes de régression symbolique dans d'autres domaines. Donc, ce qui D'accord. pourrait être intéressant, c'est aussi d'intégrer cette grammaire dans d'autres méthodes. Alors, nous avions une dernière question, je la donne pour que vous y réfléchissiez, mais je propose que vous discutiez après avec la personne dans un café, qui était sous quelle forme la grammaire est-elle prise en compte par l'algorithme génétique? Voilà. Donc, je laisse la question ouverte. Oui. Et donc, nous allons passer, je veux dire, au second exposé. Alors, nous allons prendre un tout petit peu de temps, le temps de switcher d'un exposé à un autre. Donc, merci d'attendre et de ne pas quitter la session. Voilà. Merci et je à vous vous. remercie, Laure. Et donc, nous allons passer au deuxième exposé sur la fouille de règles différentielles causales. Et cet exposé sera donné par Lucas Simone, ou Simonet. Simone, c'est ça. Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Lucas Simone et je suis doctorant au LRI à l'Université Paris-Saclay. Et donc, je travaille sous la supervision de Nathalie Pernel et de Fatia Saïs. Donc, le sujet de ma présentation aujourd'hui porte sur la fouille de règles différentielles causales, et ce dans les graphes de connaissances. Donc, l'objectif de notre approche aujourd'hui est de pouvoir expliquer des différences sur des propriétés sous forme de règles. Donc, un exemple de règle que l'on souhaite déterminer ici va être, chez les tennismen européens, le fait d'être gaucher peut expliquer par exemple de meilleures performances. L'objectif de notre approche est de proposer un cadre d'étude et une approche qui soit adaptée aux graphes de connaissances. Nous supposons donc que la découverte de relations de cause à effet peut avoir des applications pour la découverte de connaissances, ainsi que l'aide à la prise de décision, et ce dans plusieurs secteurs. Donc, nous avons eu déjà hier des présentations sur la causalité et sur les contrefactuels, mais je vais quand même vous rappeler une légère introduction à cette thématique, donc en vous présentant le problème fondamental de la causalité. Donc, nous pouvons, supposons, être une industrie pharmaceutique qui a développé un traitement médical et qui souhaite déterminer si ce traitement médical permet de guérir des patients. Nous prenons donc un patient malade, nous lui donnons le traitement médical et observons sa guérison. Donc, la question que nous nous posons maintenant est, ce patient aurait-il guéri si je ne lui avais pas donné mon traitement? Donc, on parle de contrefactuel pour évoquer une des deux observations qui n'est donc fondamentalement pas possible dans ce genre d'expérience. Donc, la causalité, c'est une thématique qui est active de la recherche. Donc, déjà à l'époque des philosophes grecs, les philosophes se posaient des questions sur ce principe. Plus récemment, Rubin et Holland ont posé les bases du Potential Outcome Framework, et Pearl a posé également les bases du a beaucoup travaillé sur la causalité en proposant le Structural Causal Model, pour lequel il a reçu le prix Turing. Donc, ce sont des grandes avancées. Le cas standard pour étudier des relations de cause à effet consiste à réaliser une attribution aléatoire d'un traitement, ce qu'on peut appeler les tests AB. Cependant, cette expérience peut être limitée, avoir une utilisation limitée de fait de problèmes de coût ou d'éthique. On ne peut par exemple pas forcer un individu à se mettre à fumer ou à arrêter à fumer directement, par exemple. Donc, généralement, pour découvrir de telles relations, nous allons travailler sur des données observationnelles où nous n'allons pas planifier l'expérience pour récupérer les données. Donc, nous, dans notre approche ici, nous travaillons vraiment sur les graphes de connaissances. Et donc, à notre connaissance, il y a une approche qui a traité ce sujet récemment, donc, dont le principe était le suivant. Cela correspondait à convertir des données RDF vers un schéma relationnel pour ensuite entraîner un réseau bayésien. Donc, cette approche permet d'obtenir des règles probabilistes. Cependant, elle ne permet pas de traiter des variables catégorielles. Elle permet seulement d'utiliser des variables catégorielles et non des variables numériques. Et elle exprime des règles qui sont peu expressives. Également, dans le domaine lié aux bases de connaissances, il y a beaucoup de méthodes qui permettent de déterminer des règles d'association. Cependant, elles sont à dissocier par rapport aux règles causales que nous, on cherche ici. Notre objectif est ici d'expliquer des différences.
Et nous souhaitons donc prendre en compte les valeurs numériques et les structures qui sont propres au graphe, donc, où les traitements et les résultats sont exprimés en termes de motifs de graphe. Donc rapidement, je vais présenter ce qu'est un graphe de connaissance. Donc c'est un ensemble de prédicats, sujet, prédicat, objet, sujet, propriété, objet, donc où les sujets et certains objets vont être des URI qui vont représenter les nœuds d'un graphe. Les autres objets vont représenter des littéraux qui peuvent être des valeurs numériques, qui peuvent être du texte aussi également. Et il va y avoir donc les propriétés qui vont représenter les arêtes entre les nœuds du graphe. Donc, dans un graphe de connaissances, on va avoir d'une part les données en RDF et les connaissances qui vont être représentées sous forme dans une ontologie. Et donc ici, on va vous présenter, je vous donne donc une première définition dans cette présentation qui est la définition de strat, qui va correspondre à une conjonction de prédicats qui correspond à un motif de graphe en RDF. Donc une instance peut avoir un ou plusieurs strates. On peut avoir par exemple la strate tennisman si l'instance est de type tennisman. Et on peut avoir donc des strates qui vont être plus spécifiques en ajoutant des prédicats. Donc cela nous permet de pouvoir définir ce qu'est une règle différentielle causale. Donc une telle règle va être applicable à deux instances d'une classe cible C et va exprimer une relation entre le chemin de propriété qui mène à l'entraînement et le chemin de propriété menant à l'effet pour les instances de la strate. Donc, par exemple, on peut avoir comme règle, chez les tennisman, être plus jeune qu'un autre tennisman peut expliquer des performances supérieures. Donc ça, évidemment, c'est une règle qui est très naïve. On peut avoir des strates qui vont être plus spécifiques en montrant, par exemple, qu'une règle pourrait être valide chez les tennisman européens ou alors les tennisman qui sont gauchers, par exemple. Et donc, notre approche repose sur la détermination de contexte, d'identité et de différence. Donc, un contexte d'identité, pour un graphe de connaissances, ça va correspondre à un sous-ensemble de l'ontologie dans laquelle les descriptions des instances sont identiques. Donc, par exemple, on va avoir deux instances qui sont tous les deux de nationalité française. Si l'on étudie la propriété, donc un contexte d'identité va être la propriété nationalité. Donc, de façon analogue, nous allons avoir le contexte de différence pour lequel les descriptions sont définies et différentes. Donc, par exemple, si un tennisman a 22 ans et l'autre 24 ans, alors la propriété âge va être un contexte de différence. Et donc, une paire d'instances est prise en compte si la conjonction de ces deux contextes contient l'ensemble des propriétés pertinentes. Donc, oui, rapidement, donc, propriétés pertinentes, c'est-à-dire que si on a des instances auxquelles il manque une propriété, alors qui est considérée comme étant pertinente, on ne peut simplement pas l'utiliser dans notre raisonnement, car cela pourrait être une source de variation qu'on ne pourrait expliquer. Donc, pour cela, nous avons choisi la mesure de qualité suivante. Donc ici, nous considérons que nous avons un ensemble de paires d'instances qui vont partager le corps de la règle, c'est-à-dire qui sont similaires, qui sont dans la même strate, mais qui vont varier uniquement sur le traitement. Et on va mesurer le nombre d'exemples positifs et le nombre d'exemples négatifs par rapport à cette règle. Et donc, c'est ce ratio que l'on va analyser. Et si ce ratio cette mesure, est significativement supérieur à 1, alors nous considérons que cette règle est valide. Donc pour cela, pour notre approche, nous avons développé un algorithme qui fonctionne donc en plusieurs étapes. La première étape consiste à analyser l'ensemble des paires de la classe cible de notre graphe de connaissances. Et donc pour chaque paire, nous allons déterminer le contexte d'identité ainsi que le contexte de différence. Et en fonction de ces contextes, nous allons attribuer cette paire à un nœud présent dans ce qu'on appelle un arbre de contexte. Cela est la première étape. La seconde étape consiste à parcourir les nœuds de cet arbre de contexte. Et à chaque nœud, nous allons déterminer, grâce au contexte de différence et d'identité, s'il y a des règles et faire les tests sur ces règles. Donc la troisième étape consiste à affiner l'ensemble de règles que nous avons en les généralisant. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des règles très spécifiques qui peuvent être par exemple vraies pour l'ensemble des hommes et vraies pour l'ensemble des femmes, et nous pouvons les généraliser en disant par exemple que cette règle est vraie peu importe le sexe. Donc pour tester notre approche, nous avons utilisé un jeu de données qui a été
utilisée par l'approche que j'ai mentionnée, qui utilisait graphe de connaissances et causalité. Donc, il s'agit d'un extrait de DBpedia, qui est une base de données standard dans la communauté du web sémantique. Donc, c'est un jeu de données qui est relativement petit et assez simple, qui s'intéresse à la description d'auteurs en fonction de l'université où ils ont étudié et autres propriétés. Et donc, le but de cette expérience était de pouvoir expliquer les différences sur l'âge de la publication du premier livre d'un auteur. Donc, pour cela, notre approche nous a permis d'obtenir 14 règles, dont 11 après fusion, qui vont être plus ou moins intuitives. Donc, par exemple, nous pouvons avoir une règle qui va indiquer que si un auteur a étudié à une très bonne université, alors cela peut expliquer qu'il va publier son premier livre plutôt qu'un auteur qui a étudié à une université qui va être moins bonne. Donc ça, c'était le traitement. Et on peut voir que cette règle donc, est applicable pour des auteurs qui sont nés à une certaine période aux États-Unis. Et donc, ces règles, nous permettent d'expliquer environ un tiers des différences d'âge de publication des paires d'individus que nous avions ici. Donc, pour conclure, nous avons proposé donc, une première approche de découverte de règles différentielles causales sur les graphes de connaissances. Cependant, nous avons pour le moment un algorithme qui est non optimal dans la fouille de règles. C'est pour ça que dans nos travaux futurs, nous souhaitons valider cette approche sur des jeux de données plus volumineux et avec une ontologie plus complexe. Nous avons déjà récupéré un jeu de données sur lequel nous faisons des essais. Et nous souhaitons également améliorer et étendre cette approche, donc notamment en améliorant la performance de l'algorithme et en relaxant les contraintes d'identité. Et merci pour votre attention. Eh bien, nous vous remercions d'avoir tenu bien le temps. Donc, merci pour votre présentation. Bon, je ne vois pas de questions pour le moment, mais nous avons encore 1 ou 2 minutes pour que les questions arrivent. Et moi, j'en ai une à poser. En attendant, j'aurai une question qui arrive. Alors, je vous donne la nouvelle question. Je garde la mienne. Désolée pour la question, mais quelle est la différence avec des statistiques simples? Alors, je ne sais pas si j'ai une réponse évidente à ce problème. Nous travaillons avec des graphes de connaissances, donc c'est des bases de données qui vont un peu différer avec les bases de données relationnelles classiques. Donc, ce que l'on fait, ça peut, j'imagine, être considéré comme des statistiques, mais appliquées à ces données qui sont dans un format différent. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de poser un cadre d'étude surtout applicable aux graphes de connaissances. Alors, une question de Lionel Taliarda. Comment comparez-vous votre approche à des outils du type DL Learner? Alors, je ne suis pas sûr de connaître ces outils de ce type-là, malheureusement. Donc, je pense que je vais prendre note et regarder pour comparer moi-même, du coup. Alors, en commentaire, effectivement, ce que je pense, c'est que vous avez des règles donc en logique sous forme de clauses. Et effectivement, ça fait beaucoup songer à des travaux qu'il y a dans le domaine de la programmation logique inductive, avec des mesures qui sont différentes, puisque vous cherchez des règles causales. Alors, je vais continuer les questions. Donc, en quoi les règles extraites sont-elles causales par rapport à des règles d'association? Oui, donc en fait, on considère qu'il y a une sémantique différente entre les règles d'association et les règles causales, que nous supposons causales ici. Donc, ça va être des règles qui ne vont pas être déterminées avec les mêmes métriques, qui ne vont pas avoir la même sémantique. Donc, nous avons un exemple qui, par exemple, est sur une base de données, par exemple, d'achat de produits en supermarché. Une règle d'association va pouvoir être si un individu achète des chips, alors il va acheter une pizza, par exemple. Nous, dans nos règles explicatives, causales explicatives que nous cherchons ici, nous allons partir de l'effet et nous allons plutôt nous demander pourquoi est-ce qu'un individu va acheter des pizzas alors que l'autre individu ne va pas acheter des pizzas.
Et donc, une de ces explications ou alors de ces causes pourrait être parce que l'un a acheté les chips et pas l'autre. Donc, il n'y a pas la même sémantique derrière. D'accord. Je ne sais pas si c'était très clair, mais... Je pense que votre réponse était claire. Hein. Et une question d'Arnaud Soulet. Est-ce que votre méthode d'extraction est complète ou heuristique? Alors, ici, nous avons une heuristique particulière car, comment dire, je pense que nos règles ne sont pas toutes complètes. Donc, je pense que celles que nous avons sont correctes, mais il peut nous manquer certaines règles du fait des contraintes d'identité que nous avons qui sont extrêmement strictes. Et donc, parfois, si on va manquer d'informations, on va considérer qu'une règle n'existe pas ou qu'elle n'est pas vraie. Donc, mais je pense qu'elle est incomplète pour le moment. D'accord. Alors moi, j'avais peut-être une dernière question. J'ai vu que vous aviez des données numériques dans une des règles que vous aviez montrées. Comment vous apprenez les intervalles? Alors, les intervalles, oui. Alors, en fait, pour cela, en fait, l'idée était de comparer notre approche à l'approche qui avait été réalisée en 2019, qui travaillait sur des réseaux bayésiens. Donc, ils avaient discrétisé leurs variables. Et donc, pour comparer nos règles, nous avons décidé de discrétiser également certaines de nos variables numériques pour observer si nos règles allaient dans le même sens que celles qui avaient été déterminées dans les approches précédentes. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des intervalles. Et nous avons donc choisi les mêmes intervalles qui avaient été définis en fait dans l'approche précédente. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Je pense qu'il va être temps de passer à l'exposé suivant. Donc, n'oubliez pas éventuellement d'aller discuter avec Lucas pendant la pause café. Et donc, nous allons prendre 1 ou 2 minutes pour passer au 3e exposé. Et donc, ne nous quittez pas, patientez. Les autres exposés seront tout aussi passionnants. Bon, eh bien, merci d'avoir patienté. Donc, nous allons passer au 3e exposé qui sera réalisé par Siwa Gentoubi sur la génération de données binaires. Siwa, donc je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, je suis Siwa Gentoubi et aujourd'hui je vais vous présenter notre article intitulé « Génération des données binaires groupées à partitionnement contrôlé et évaluation de l'impact des méthodes de réduction de dimensions sur ce partitionnement ». Donc ce travail de recherche a été effectué en collaboration avec Ali Bellemdi et Aurélien Baël sein du laboratoire de recherche de l'entreprise internationale Upskills. En fait, c'est une entreprise qui propose des services pour le secteur financier et le laboratoire de recherche qu'elle vient de lancer, il propose des solutions recherche et innovation dans le domaine de FinTech. Donc voilà. Donc je vais commencer ma présentation par une introduction, puis état de l'art, par la suite génération des vecteurs binaires artificiels et groupés par cluster de variance contrôlée, l'algorithme de génération, l'évaluation des clusters générés, puis l'impact des méthodes de réduction de dimensions sur la conservation des clusters générés, et finalement, conclusion et perspective. Voilà, donc les données binaires sont des données composées de vecteurs de taille arbitraire dont les modalités sont en fait dans une distribution à 2 valeurs. Par exemple ici, on a 2 modalités 0,1, donc on pourra générer par exemple avoir un petit jeu de données qui ressemble à ça. Donc ces données sont utilisées dans plusieurs domaines de recherche tels que la bioinformatique par exemple. Donc nous avons remarqué en fait un manque important des données binaires contrôlées pour les problèmes de partitionnement non supervisé. En effet, ces données sont utiles pour bien pouvoir bien évaluer une approche de partitionnement de données binaires. Et donc dans ce cas, il faut pouvoir gérer ou contrôler la dimensionnalité des données, le nombre de clusters, le nombre de points par cluster, la distance intra et intercluster. En effet, ces paramètres vont permettre d'aller en profondeur dans l'étude des approches de partitionnement des données et d'étudier les plusieurs aspects tels que par exemple est-ce qu'ils sont capables de détecter des clusters de différentes tailles. Voilà.
Dans la littérature, en fait, il y a des approches qui permettent de générer des données binaires à haute dimension et avec des variables présentant des corrélations maîtrisées entre elles. Aussi, il y a d'autres types de solutions qui permettent de générer des données binaires corrélées longitudinalement, qui présentent des clusters tels que les modalités au sein de chaque cluster sont corrélées, mais les modalités de différents clusters sont indépendantes. Cependant, les données générées avec ces méthodes ne sont pas adaptées pour l'étude des approches de partitionnement des données et aussi les distances intra- et intercluster ne sont pas maîtrisées. D'où l'intérêt de notre solution. Donc voilà, je passe à présenter l'algorithme. En fait, notre algorithme prend 4 paramètres en input qui sont le nombre de clusters, la liste enfin le nombre de clusters C. NC c'est la liste des tailles des clusters. D c'est le nombre de descripteurs par vecteur. Et TM c'est le taux de modification des bits du vecteur généré. Donc, comment générer un cluster? C'est une solution simple. En fait, l'idée, c'est de générer un prototype. Par exemple, on a ce prototype qui est une suite de 0 et 1. Par la suite, l'idée, c'est de copier ce prototype NC fois et modifier un pourcentage TM des bits de chaque vecteur copié. Donc, soit l'exemple suivant, nous avons par exemple notre vecteur à 10 bits et un TM égale à 10% et un TM égale 50%. Donc pour TM égale à 10%, donc il y aura un seul bit aléatoire qui va être en fait inversé de 0 vers 1. Et pour 50% de TM égale à 50%, donc la moitié des bits vont être, ou deux modalités vont être en fait inversées soit de 0 vers 1, soit de 1 vers 0. Donc voilà, donc une petite remarque ici, lorsque le TM est petit, en fait les distances intracluster est petite parce que en fait les vecteurs générés sont très proches du vecteur prototype et très proches entre elles, alors que lorsque TM est plus grand, donc nous aurons des vecteurs plus éloignés jusqu'à la possibilité de perdre la notion de cluster. Donc là, on passe à l'évaluation de la séparation des clusters générés. En fait, ici, on a une visualisation de 3 ensembles de données, en fait, et des matrices de distance correspondantes. La distance utilisée ici, c'est la distance de Manhattan, avec 3 taux de modification de bits qui sont TM égale 0,1%, 20% et 50% respectivement. Donc, pour TM égale 0,1%, ici, on remarque que les clusters sont aisément visibles et séparables, et que les vecteurs appartenant au même cluster sont proches selon la matrice de distance. Après, pour un TM égal à 20%, les clusters restent visibles, mais en fait, les distances intra-cluster augmentent. Et pour un TM égale 50%, on voit bien que les clusters sont pratiquement non visibles et voilà, on a du bruit, on a pratiquement perdu la notion des clusters dans nos données. D'autres évaluations, ici on évalue en fait l'évolution des distributions des distances intra- et intercluster en fonction du taux de modification de bits ou de modalité. Donc ici on a les histogrammes des distances intracluster et intercluster. On voit lorsque le TM ou le taux de modification de bits est à 0,1%. Donc la distance intracluster est presque nulle vu que les vecteurs sont très proches entre elles. Et voilà la distribution intercluster, vu qu'elle dépend des prototypes, donc elle est assez élevée. Après, donc pour un taux TM égal à 20%, donc on voit que la distance intracluster augmente et elle se rapproche de la distance intercluster. Et pour TM égale 50%, on voit que les deux distributions de distance sont pratiquement superposées. Une deuxième expérimentation a été effectuée pour évaluer en fait la distance moyenne intra- et intercluster en fonction des taux de bits modifiés. Donc ici, on voit que vu que la distance intercluster dépend des prototypes, donc elle est pratiquement constante, alors que donc ici elle dépend pas du taux de modification de bits, alors que la distance intracluster, on voit bien qu'elle dépend du TM ou du taux de modification de bits. Donc à TM très faible, on a des distances
moyenne assez faible, et ça augmente avec le TM jusqu'à atteindre le maximum avec un TM égal 50%, et là on est bien dans le cas où les deux distances sont pratiquement pareilles. Enfin, comme on voit ici, c'est le cas où les distributions sont en fait superposées. Et lorsque le TM continue à augmenter, on voit bien que en fait les distances commencent à diminuer. Donc voilà. On passe à l'impact des méthodes de réduction de dimensions sur la conservation des clusters générés. En fait, pour montrer l'utilité de notre algorithme de génération de données binaires, on a fait une petite étude de cas pour montrer comment c'est possible d'utiliser ces données pour choisir un algorithme ou une solution de réduction de dimensions adaptée à des caractéristiques bien déterminées des données. Donc ici, nous avons considéré 3 méthodes de réduction de dimensions qui sont le NMF, Non-Negative Matrix Factorization, PCA, Principal Component Analysis, AUMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection for the Dimension Reduction. Donc ici, on a l'affichage des matrices de distance des données générées sans réduction et après réduction avec PCA, NMF et UMAP respectivement. Et comme les autres expériences, donc 3 valeurs de TM ont été considérées, 0,1%, 20% et 50% respectivement. La dimension des vecteurs avant réduction était à 700 et la dimension de l'espace réduit c'est à 100. Donc ici, on remarque bien que PCA est l'algorithme le plus adapté pour réduire la dimension des données binaires ayant des caractéristiques similaires à celles générées, puisqu'il a conservé en fait les distances proches aux distances initiales. On voit bien ici que NMF elle a presque perdu en fait la notion des distances pour un TM égale 20%, et UMAP elle a complètement modifié en fait les distances, parce que là on a des matrices visiblement assez différents. Donc ici, pour conclure, on voit bien que les données générées sont utiles pour l'aide au choix d'un algorithme de réduction de dimensions selon les caractéristiques des données. Et finalement, pour conclure, donc cet article introduit un algorithme de génération de données binaires groupées à partitionnement contrôlé. Les données binaires générées sont adaptées pour étudier les approches de partitionnement de ce type de données. L'utilité des données générées a été prouvée en fait à travers une étude de cas sur le choix d'un algorithme de réduction de dimensions adapté à un problème donné. Et voilà, pour les perspectives de ce travail, nous allons chercher à proposer un algorithme de génération de modalités binaires corrélées avec un partitionnement maîtrisé, étudier les modalités et leur impact sur la conservation des distances, et finalement étudier le comportement de l'algorithme de partitionnement sur les données générées. Et voilà, merci pour votre attention. S'il y a des questions, vous êtes les bienvenus. Eh bien, je vous remercie. Il n'y a pas encore de questions pour le moment. Moi, j'en ai. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Oui, il y a un peu d'écho en fait. Alors, ma question est la suivante. J'ai l'impression que si vous modifiez les prototypes avec le même nombre de bits, tous les points engendrés sont à la même distance du centroïde. Est-ce que c'est le cas ou non? Ou il y a quelque chose que je n'ai pas tout compris? Est-ce que c'est... En fait, juste le taux de modification de bits, il contrôle le nombre de bits qui vont être modifiés, mais le choix des bits à modifier va être aléatoire. En fait, c'est ce qui fait que les distances vont être un peu variées, mais généralement, oui, ils sont pas très... Enfin, je peux pas dire qu'ils sont équidistants du centre, parce que parfois on pourra, genre le même bit pourra être modifié dans plusieurs vecteurs, mais voilà, ils sont en moyenne, voilà. D'accord. Alors, une question d'Arnaud Soulet. Est-ce que cette approche par perturbation peut être généralisée facilement à d'autres types de données, des séquences par exemple? J'imagine que oui.
Enfin, tout dépend en fait de type de données, mais la notion de générer un prototype, genre le centre et après le perturber avec des pourcentages sur les valeurs, je pense que c'est faisable pour plusieurs types de données, mais après ça reste à étudier les caractéristiques des données générées et tout. Enfin, on n'aura pas certainement les mêmes caractéristiques en fait. D'accord, je vous remercie. Ok. Pas d'autres questions, je pense. Ah, une autre question, toujours de Arnaud Soulet. D'accord. La perturbation par bit revient à contrôler la différence avec une distance L0. Pourquoi ne pas utiliser une distance L1 ou L2? Bon, en fait, là, on a choisi de proposer une solution simple. Donc voilà, vu que c'était des données binaires, donc la distance L0, elle était très adaptée. Donc voilà, on n'a pas eu le besoin d'aller plus loin. Donc voilà, il n'y a pas vraiment une raison particulière en fait. Mais je pense que les distances L1 ou L2 peuvent être en fait très utiles pour des données numériques, par exemple, des données continues ou d'autres types de données. D'accord. Une dernière question? Non, je n'en vois pas. Arnaud vous remercie pour les réponses. De rien, vous en prie. Et donc, nous allons nous arrêter là. Donc, il nous reste une dernière présentation. Et vous l'avez compris, donc nous allons nous arrêter 2 minutes, le temps de faire l'échange. Ah, attendez, une dernière question. Quelle est l'influence de Nicolas Labroche D'accord. et de Arnaud Martin? Attends, je vous donne les deux rapidement. Alors, la distance de Manhattan est L1. Je pense, oui. Oui. Enfin, c'est ça? Oui, c'est ça. Et de Nicolas Labroche, quelle est l'influence de la forme des clusters sur les données générées? Il semble qu'il y ait une hypothèse de cluster hypersphérique. En fait, oui, généralement, sont hypersphériques, mais l'objectif là, c'est de pouvoir plutôt de pouvoir plutôt maîtriser la sparsité des vecteurs, aussi la densité aussi des clusters, enfin le nombre de points dans un cluster et enfin genre la taille des clusters, parce que on a eu pour cet algorithme, on a eu une problématique où on doit faire en fait du clustering des données où on a des clusters qui sont de taille très petite, genre genre un cluster qui contient un ou deux éléments et d'autres clusters qui contiennent des milliers d'éléments. Donc, pour des algorithmes, pour évaluer la force d'un algorithme de clustering pour détecter ce genre de cluster, c'était pas évident avec les moyens existants, d'où l'utilité de cette solution en fait. Mais généralement, oui, les clusters sont assez sphériques. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour votre présentation. Je vous en prie. Et donc, là, nous allons prendre 1 ou 2 minutes pour passer sur la dernière présentation. D'accord, merci. Merci beaucoup, Siwa. Alors, nous allons avoir la dernière présentation de cette session, donc elle sera réalisée par Alexis Delaforge sur la visualisation de la frontière de décision des réseaux de neurones en classification de texte. Donc, Alexis, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, Alexis. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos travaux sur la visualisation de la frontière de décision des réseaux de neurones, alors en classification dichotomique. Et nous, on travaille sur des données textuelles. Donc, rapidement, je vais faire une petite introduction sur les réseaux de neurones et sur EBTeX, du coup, l'outil qu'on a produit. Ensuite, je parlerai des travaux existants, notamment en explication de prédiction. Vous comprendrez pourquoi. Enfin, j'exposerai donc la méthode qu'on a mis en place pour visualiser la frontière de décision. Et enfin, je vous présenterai un cas d'étude avec quelques captures d'écran de l'outil qu'on a produit. Et donc, je finirai par conclure et par quelques perspectives, du coup. Alors, rapidement, les réseaux de neurones, comment ça fonctionne? Donc, ça possède différentes couches et ça construit une représentation de nos données sur chacune de ces couches-là. Et nous, ici, tout au long de cette présentation, je vais appeler du coup cette dernière couche le code, puisque c'est ce qui encode la donnée d'entrée.
Et ce code est donc donné, donc c'est la représentation des données avant la dernière couche. Et donc la dernière couche, c'est le classifier qui lui va donc produire la prédiction. Alors EB Text, du coup, EB c'est pour Explanation by Boundary Exploration, et texte parce qu'on travaille sur des données textuelles dans le cas de classification dichotomique. Alors du coup, pourquoi visualiser cette frontière de décision? Donc l'idée c'est d'expliquer finalement un peu le fonctionnement d'un réseau de neurones pour une tâche donnée. Donc la tâche, c'est la tâche de classification. Et comment on va le faire du coup? C'est en explorant localement l'espace de représentation. Et quand je dis localement, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser à certaines zones de cet espace de représentation. Et ces zones-là, je vais les appeler notamment localités durant la présentation. Donc, les travaux existants en ce qui concerne l'exploration du coup des espaces de grande dimension, comme les espaces produits du coup comme les représentations construites par les réseaux de neurones. Donc, il y a les techniques classiques, la plus ancienne du coup l'ACP et la plus récente UMAP. Il y en a encore beaucoup d'autres. En explication, il y a notamment les techniques basées sur le gradient qui ont pour objectif en fait de mettre la lumière sur les choses qui peuvent être importantes pour la prédiction, et aussi les mécanismes d'attention qui sont présents dès la construction des réseaux de neurones et qui ont pour vocation en fait d'aiguiller le réseau de neurones sur une certaine partie des données tout au long de son fonctionnement. Bon, j'ai noté que celle-là, mais il y en a encore beaucoup d'autres, mais il faut faire des choix quand on n'a que 15 minutes. Alors, en ce qui concerne notre méthode, donc nos données sont, comme je l'ai dit, c'est des textes. Je vais parler très rapidement des données du cas d'étude que je vais vous présenter. En gros, c'est des avis rédigés sur Amazon qui sont soit positifs, soit négatifs. Voilà, donc l'idée, c'est une fois qu'on a ces textes, c'est de les encoder. Et donc, comme je vous l'ai présenté, on a ces fameux codes qui sont créés. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va se servir de la frontière de décision et on va projeter ces codes sur la frontière de décision. Je vais décrire aussi un peu plus profondément cette étape. Et on arrive du coup avec des codes et des codes projetés, donc un pour un à chaque fois. Et à l'aide de ces codes et de ces codes projetés, on va construire un graphe de proximité. Et ce graphe de proximité, le résultat du classifier et les labels d'entrée vont nous permettre de construire cette visualisation de la frontière de décision pour les données avec les prédictions et les labels associés. Donc notre encodeur, on l'a entraîné avec deux corpus, c'est des phrases en anglais de tout type. Donc voilà. Et ensuite, on a réentraîné notre réseau avec la couche de classification en plus, et donc cette fois sur nos données spécifiques qui sont donc ces avis des produits vendus sur Amazon. Alors, cette fameuse frontière de décision dans l'espace de représentation des données, elle est symbolisée par un hyperplan. Et donc ici, par exemple, en 3D, très simplement, on aurait nos données oranges qui, disons, sont prédites d'une classe et les données vertes qui sont prédites dans une autre classe. Et on aurait donc du coup, en 3D, ce plan qui sépare nos données, donc d'un côté prédit d'une manière et de l'autre prédit de l'autre manière. Donc dans les espaces de grande dimension, c'est le même type de fonctionnement, sauf qu'on est sur un hyperplan. Et donc, ce que nous, on va faire pour créer ces données sur la frontière de décision, du coup, c'est une projection orthogonale de nos données sur cette frontière. Donc, c'est-à-dire que pour chacune de nos données, on va l'amener sur la frontière et donc on va créer un code au point de la frontière qui est le plus proche de cette donnée. Donc, à l'issue de cette projection, on a donc, comme je l'ai décrit dans la méthode, nos codes et nos codes projetés. Donc, l'idée maintenant, c'est de créer le voisinage, de créer un graphe de voisinage. Alors, pour créer ce graphe de voisinage, on utilise une méthode qui est dans UMAP, et qui en fait attribue un lien de voisinage à des données qui ont une probabilité suffisamment importante d'être voisines l'une de l'autre. Alors, au cours de nos expériences, ce qu'on a pu remarquer, c'est que parfois, dans ce graphe de voisinage, on a des composantes connexes de très grande taille, et vu que ces composantes connexes vont ensuite définir nos localités, on a pris le parti de parfois séparer ces composantes connexes. Alors, on se sert de la centralité intermédiaire des arêtes de notre graphe de proximité. Mais en gros, la séparation se fait que quand les deux parties de notre composante connexe sont quand même très peu liées. Je pourrais revenir dessus s'il y a des questions. Ensuite, une fois qu'on a ces composantes connexes qui sont séparées, donc toutes nos localités qui sont produites, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir cette frontière de décision. Et nous, ce qu'on voulait, c'est avoir l'opportunité de la construire à l'aide d'une ligne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes nos données de la frontière de décision. Donc ici,
Les données de la frontière de décision sont symbolisées par ces petits points noirs. Et donc, l'idée, c'était de les aligner sur une ligne. Alors ça, c'est un problème connu qui s'appelle un problème d'arrangement linéaire minimum et qui est NP complet. Donc, pour approcher une solution optimale, on a utilisé l'algorithme de Rodriguez-Kellogg, du coup, qui s'appelle TSSAFI. Donc, qui nous produit, du coup, cet arrangement des points de frontière en une ligne. Donc, ici, par exemple, on le voit, donc la ligne est construite. Mais une fois qu'on a construit donc, cette ligne qui représente notre frontière de décision, il faut encore placer nos données. Alors, en abscisse, on a tout simplement utilisé le score de prédiction. Vu qu'on est dans le cas d'une classification dichotomique, c'est facile à représenter le score de prédiction sur un axe, c'est-à-dire plus tu fais partie d'une classe, plus tu te retrouves d'un côté, plus tu fais partie de l'autre classe, plus tu te retrouves de l'autre côté. Donc ici, dans ce cas-ci, pour les avis rédigés sur Amazon, donc c'est positif ou négatif. Donc plus le réseau prédit la classe positive avec une grande probabilité, plus le point va se retrouver sur la droite. Et plus le réseau prédit la classe négative avec une grande probabilité, plus le point va se retrouver vers la gauche. En abscisse, ce qu'on a essayé de faire, en ordonnée, pardon, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est de conserver une notion de voisinage et de proximité entre les points. Donc, dans la mesure du possible de ce qu'on peut faire sur une dimension, les données proches sur l'axe des ordonnées sont en général proches dans l'espace de représentation des données. Donc là, comme je l'ai dit, le cas d'étude, c'est sur des données d'Amazon Review. Donc, on a gardé les deux plus grosses polarités, donc une note de 1 sur 5 et 5 sur 5. On avait un jeu de données déséquilibré, et donc dans le cas d'étude que je vais vous présenter, on avait à peu près 50 000 données de sélectionnées. Donc tout d'abord, dans notre outil, ce qu'on a, c'est une vue globale de notre espace de représentation et de toutes les localités qu'il contient. Donc ici, on a un petit graphe pour chacune des localités. Et donc, ces petits graphes offrent une première information qui est la frontière de décision, où est-ce qu'elle se trouve, donc en 0 avec la petite ligne grise. Et enfin, la répartition des données autour de celle-ci. Et ici, on a utilisé les couleurs pour représenter les labels et non les prédictions, puisque les prédictions sont apportées par la position vis-à-vis de cette frontière de décision. Et donc, en ordonnée, c'est juste, une quantité en fait, de données qui se retrouvent sur ces segments autour de la frontière de décision. Alors, une fois qu'on sélectionne une localité, on a construit 3 panneaux. Donc, celui qui représente la frontière de décision, celui qui représente une liste de nos textes, vu qu'on travaille sur des données textuelles, et enfin, celui qui offre d'autres informations que je vais décrire prochainement. Donc, quelques exemples d'utilisation en fait, de notre outil. Ici, par exemple, j'ai sélectionné une phrase, et on a tous les chemins de cette phrase sélectionnés jusqu'à la frontière de décision, qui sont présentés dans une liste qui a la structure d'un arbre. Et j'en ai sélectionné 3 parce qu'elles forment un bon exemple de ce que le réseau a pu apprendre ou ne pas apprendre. Donc, il y a 3 phrases qui contiennent des arguments sur le fait qu'un livre est arrivé dans une certaine durée de temps et qui était dans un certain état, dans une certaine condition. Et ce qu'on observe ici, par exemple, c'est que la phrase positive classée le plus positivement était celle qui contenait les arguments les plus positifs. Donc, short amount of time in great condition. Et à l'inverse, la phrase qui est tout de même positive, mais classée avec le moins de certitude, ou classée le moins positivement, c'est celle qui contenait donc les arguments les moins positifs, donc few days, condition listed. Ce que ça montre, c'est que le réseau de neurones a capté ces nuances, mais surtout ce que ça montre, c'est que la visualisation permet assez rapidement de voir si le réseau peut être a priori capable de capturer ce genre de nuances. Alors bien sûr, toutes les phrases ne sont pas disponibles dans le jeu d'entraînement ou dans les données d'entrée. Alors on a offert l'opportunité aux utilisateurs de taper eux-mêmes leurs phrases ou de sélectionner une phrase du jeu de données et de la modifier très légèrement pour voir comment elle serait classée. Et en fait, cette classification est symbolisée par cette petite ligne jaune là qui se trouve du coup ici à gauche de la frontière de décision. Donc ici par exemple, on a fait swiper de prédiction la phrase qu'on avait sélectionnée puisque j'ai pris la même et j'ai mis bad condition et later than expected pour la réception. Donc, dans le panneau d'informations supplémentaires, on a rajouté les techniques de réduction de dimension classiques entre guillemets. Enfin, on a choisi la CPE, la TSNE et UMAP. Et donc, sous le même format, encore une fois, donc vert et orange, c'est pour les labels. Donc, sur les points, c'est pour les labels. Et par contre, sur le fond, on a choisi de symboliser à l'aide des cellules de Voronoi la classification produite par le réseau de neurones. Ce qui permet d'observer à peu près, dans l'espace de représentation ici produit par UMAP, comment se comporte le classifieur pour des données qui sont proches les unes des autres, par exemple.
Alors, inspecter ce qu'il y a dans une localité, les chemins qui la composent, tout ça, c'est intéressant, mais ce qu'on voulait aussi, c'est offrir une première vue générale de ce que peut contenir la localité. Alors, pour cela, on a proposé une liste des mots les plus relevant, les plus intéressants à observer dans cette localité. C'est en fonction de leur probabilité d'apparition que cette liste est construite. Et donc, on a différents modes qui permettent notamment de comparer les prédictions qui sont faites par le réseau dans cette localité et les prédictions qui sont faites par le réseau dans l'intégralité de nos jeux de données. Donc ça, c'est pour les prédictions ici, et ça, c'est pour les labels. Et il y a encore un autre mode, mais je ne vais pas en parler. Et ce qu'on peut observer ici, par exemple, pour le mode geste, c'est qu'on a 2 barres, et la frontière de décision, donc ici pour le jeu de données complet et ici pour le jeu de données de cette localité, est placée très différemment. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le réseau se comporte de manière très différente avec les avis contenant le mode geste qu'il ne le fait pour l'intégralité du jeu de données. Donc un exemple, donc là j'ai sélectionné à l'aide d'un survol tous les mots qui contiennent tous les phrases, les avis pardon, qui contiennent ce mot geste. Et c'est vrai qu'on observe qu'ils sont tous classés relativement positivement quand même. Et donc on peut commencer à les sélectionner pour voir un peu ce qu'ils contiennent. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des phrases style just what I expected, just what I needed, just what the title says, just the product I was looking for. Pardon, donc ça veut dire que ces phrases en fait ont une construction commune. En fait, le mot just est utilisé dans le cadre où on a envie de montrer que c'est exactement ce à quoi on s'attendait ou ce qu'on voulait, quoi. Et pareillement ici pour le mot waste par exemple, on observe que ces phrases sont toutes classées de manière négative, donc les avis qui contiennent le mot waste. Mais ce qu'on observe notamment dans cette localité, c'est qu'ils le sont avec une très très grande certitude. Alors ce qu'on peut supposer, mais encore une fois, c'est pas forcément vérifié, c'est beaucoup d'indications et d'intuition, mais c'est que le réseau de neurones, dès qu'il voit le mot waste dans un avis, pour lui c'est quelque chose d'absolument négatif et il le classe avec une très forte certitude. Alors pour conclure, donc EBText, l'idée c'est d'aider à expliquer les prédictions. Et comment il le fait, du coup, c'est en explorant cet espace de représentation avec la frontière de décision. En perspective, du coup, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'améliorer en fait l'interprétabilité, car lorsqu'on teste soi-même ces exemples ou lorsqu'on compare des phrases du jeu de données d'entrée, en fait, on ne sait pas quelle proximité elles ont entre elles et à quel point on peut dire que le comportement de l'une justifie le comportement de l'autre. Et enfin, mes travaux sont financés par l'ICM, donc l'Institut de cancérologie de Montpellier. Donc, on va notamment travailler sur des cas applicatifs en oncologie, notamment sur les INM et leur utilisation pour améliorer la vie des patients dans le cadre du cancer. Voilà, du coup, je vous remercie de votre attention et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. J'ai mis quelques screenshots si vous voulez rediriger sur une certaine partie de la présentation. Et voilà, merci beaucoup. On ne vous entend pas, Christelle, je crois. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc, merci pour votre présentation. Nous avons donc 2 questions d'Aurélie Joseph. Donc, la première question, c'est est-ce que cela pourrait être utilisé sur un réseau non dichotomique? Alors, c'est une bonne question. Le problème de la classification non dichotomique dans notre cas, c'est qu'on pourrait aller jusqu'à 3 classes et les représenter, du coup, la position des données dans un triangle en fonction de leur position avec les coins. Mais l'idée, c'est que dès qu'on arrivera sur plus de classes, on ne pourra pas visualiser en 2D cette frontière de décision avec les données, ou alors il faut adopter la technique qui est souvent adoptée dans ce genre de cas, c'est-à-dire la technique du 1 contre tous, donc c'est-à-dire la probabilité d'être prédit dans une classe d'un côté, et de l'autre côté, juste la somme de toutes les autres probabilités. Donc, ce n'est pas impossible, mais ce sera peut-être moins informatif, puisqu'il faudra switcher en fait entre différentes visualisations du 1 contre tous, par exemple. Alors, autre question, toujours d'Aurélie Joseph. Quel type de réseau de neurones utilisez-vous? Alors, le réseau, il est très simple. C'est un auto-encodeur constitué de 2 cellules GRU, dans ce cas-là. L'embedding démo, c'est Word2Vec, et la tâche de classification, elle se fait à l'aide d'une simple couche fully connected. L'idée ici, ce n'était pas tant de chercher la performance du réseau, mais bien d'appliquer à un premier réseau de neurones ce type d'approche, quoi. Alors, question de Marc Plantevite. Comment être sûr que ces visualisations sont correctes? Les heuristiques mises en œuvre pour le plongement peuvent introduire un biais?
Alors qu'elles sont correctes au niveau de quoi? Alors au niveau du score de classification, elles sont correctes a priori, et c'est vrai que sur la proximité entre les données, dès qu'on rentre dans le cadre de réduction de dimension, on perd de l'information. Après, je vois pas trop comment répondre d'autre à la question. Alors, il avait ajouté une remarque que je vous donne, qu'il serait intéressant de jeter un coup d'œil aux travaux d'Oxford pour l'évaluation d'explications et des explainers. Par exemple, puis-je faire confiance au module explicatif et vérifier les méthodes d'explication post-hoc. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marc. Il y a un vrai travail à faire sur le fait de pouvoir croire les interprétations qu'on fait, en tout cas des explications. C'est vrai que dans nos travaux, on ne s'est pas tant porté à pouvoir avoir des explications justifiables. C'est vrai que ça marche beaucoup à l'intuition et c'est ce qui pêche pour l'instant sur nos travaux. C'est pour ça que j'ai mis en perspective qu'il faudrait réellement améliorer finalement l'interprétabilité maintenant que toute cette démarche exploratoire de la frontière et de la position des données autour de cette frontière est faite, quoi. Alors, une question de Gaël Jouy. Que pensez-vous de transposer ce type de visualisation à des techniques d'auto-explicabilité, comme par exemple les modèles à attention? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je ne vais pas vous mentir. Peut-être la repréciser un peu pour moi, je suis désolé. Peut-être que vous pourrez en discuter par la suite. Une question de Nafiz Louar. Est-ce que l'on peut appliquer cette méthode sur les jeux de données mixtes contenant différents types de variables? C'est une des choses sur lesquelles j'ai prévu de travailler, notamment dans le cas applicatif en oncologie, c'est-à-dire de pouvoir superposer ces différentes frontières de décision pour, dans le cas de classification multilabel, et justement de comparer la position d'une donnée dans toutes ces classifications. Donc oui, c'est totalement possible et c'est a priori ce sur quoi je me dirige d'ailleurs. Et puis une petite remarque pour conclure. Alors, une remarque de Gaëlle qui dit qu'elle prendra contact avec vous. Super. Et une remarque de Vincent qu'il a retrouvé les figures dont il vous parlait. Voilà, je comptais lui envoyer un mail de toute façon, c'est cool, j'y jetterai un œil du coup. Bon, mais écoutez, je pense que cela va conclure notre session. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Je rappelle qu'à 16h30, nous avons l'Assemblée générale de GC et que l'URL va être mise dans le chat. Et encore merci pour votre exposé.